de Debout la France, de notre parti, d'un autre parti souverainiste qui est donc Debout la France que vous connaissez bien. Je vous prie d'applaudir chaleureusement Benjamin Cauchy. Bonjour à tous et Micro. je me disais en vous regardant que... Micro. Je me disais que pour un parti qui défend en permanence la fermeture des frontières, en tout cas de protéger ses frontières, je vous trouvais extrêmement accueillant et je vous remercie et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'ai pris quelques petites notes puisque avec Florian, qui a eu la gentillesse de me convier, on a décidé de parler d'un sujet qui n'est pas forcément habituel avec les souverainistes. Souvent, le message de souverainisme, il est galvaudé, il est torturé, on a les médias qui... je sens que les notes, ça va être très compliqué. On a l'habitude d'abîmer l'image des souverainismes dans les médias, et on est devenu dans une société complètement schizophrène, où finalement, on encense ceux qui veulent détruire la France, et on réduit en poussière ceux qui veulent la protéger et la sauver. Donc il va falloir quand même qu'on change les choses, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Bravo! Alors évidemment, on a une crise terrible qui nous tombe sur la tête, des milliers de morts, et tout à l'heure on a su leur rendre hommage avec la hauteur qu'il fallait. Il y a une crise économique et sociale sans précédent qui va arriver, mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de construire un projet souverainiste. Et un projet souverainiste, il faut qu'on le regarde aussi de façon positive. Il faut que les gens, les citoyens, et finalement, il faut que cette petite musique arrive jusqu'aux oreilles des médias un petit peu sourds parisiens, et faire comprendre que le souverainisme, c'est quelque chose de sympa, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de positif, et nous ne sommes pas des vieux rabougris qui cherchons à nous renfermer sur nous-mêmes. Et si on veut être audible au maximum, il va falloir que l'on parle du monde de l'entreprise. Parce qu'on parle de l'immigration, on parle de nos frontières, on parle de la crise racialiste, on parle de beaucoup de choses, mais alors quand on parle business, il n'y a plus personne. Et ça, je peux vous assurer que si on arrive à avoir l'oreille des chefs d'entreprise, des chômeurs qui souhaiteraient se lancer dans le monde de l'entreprise, eh bien là on passera un cap et on sera encore plus audible. Et donc, je pense que créer un souverainisme entrepreneurial, c'est quelque chose de faisable et de compatible avec nos valeurs. Et du coup, je vais faire carrément sans note. Ça tiendra sur 3 piliers. Le premier, évidemment, pour pouvoir rayonner, il faut avant tout un État stratège. Un État stratège qui serve de rampe de lancement à nos entreprises françaises. Pose des règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que nous choisissions des industries stratégiques, que nous mettions le paquet dessus, que nous mettions des taxes douanières pour nos concurrents étrangers sur ces mêmes secteurs stratégiques. Il va falloir que nos chambres consulaires, il va falloir que nos ambassades partout sur la planète puissent être les fers de lance de nos entreprises françaises. Et Emmanuel Macron et ses prédécesseurs n'ont eu de cesse depuis des années de fermer les ambassades. Et comment voulez-vous rayonner sur la planète si nous n'avons même plus de tête de gondole pour proposer notre savoir-faire et notre excellence française? Un État stratège, c'est aussi un État, et là je vais prendre mes notes. C'est également un État qui va prendre enfin le taureau par les cornes et décider de tourner la page des traités de libre-échange. Véritablement, il faut que nous sortions de ces traités de libre-échange qui sont en train de faire crever nos entreprises, nos industries et nos agriculteurs.
Un autre élément également d'un État stratège, il va falloir que l'université travaille pour les entreprises françaises, parce qu'aujourd'hui, les universités, les universitaires travaillent pour eux-mêmes. Alors moi, je veux bien que des chercheurs fassent de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, mais si c'est pour que leurs thèses finissent à la verticale sur un bureau ou dans une armoire à rideaux, ça n'a aucun intérêt. Et donc pour ça, il faut absolument changer, comment dirais-je, le spectre et faire en sorte que les universités soient à la disposition de nos entreprises françaises et que des entreprises françaises aillent voir les universités en leur disant voilà, moi je cherche à développer, à innover sur tel type de produit, sur tel type de service. Et là, les chercheurs travailleront. L'État participera financièrement. Et si on veut mettre une carotte aux universitaires pour que ça fonctionne, les universitaires, les chercheurs pourront toucher des royalties si le produit fonctionne. Et ça peut être une solution, et l'université française et l'entreprise française pourront rayonner. Bravo! J'ai mis plein d'idées sur un bout de papier, je vous assure. La deuxième chose, le deuxième pilier pour que le monde de l'entreprise puisse être synonyme de souverainisme, c'est évidemment que les entreprises soient libérées et patriotes. Il faut qu'on casse ce carcan administratif qui est en train d'étouffer nos entreprises. Vous allez faire un tour dans une zone artisanale, dans une zone d'activité, la première chose qu'on va vous parler, c'est du RSI, par exemple. Ça, c'est juste pas possible. Donc le fait d'être souverain, le fait d'être maître chez soi, n'empêche pas de faire des réformes indispensables pour réveiller le monde entrepreneurial. La priorité pour les marchés publics, il faut enfin que les Français comprennent que la préférence nationale n'est pas un gros mot, mais c'est la solution. Et ça, c'est indispensable. Bravo! Il conviendra d'alléger les charges des entreprises pour que ça aille à la fois pour eux, pour gagner en productivité, mais aussi pour que les salaires puissent augmenter. On va nous dire, mais c'est sympa, Benjamin, la planche à billets fonctionne. Attendez, déjà, on va aller éteindre les 2 millions de cartes vitales frauduleuses qui nous coûtent plus de 15 milliards d'euros dans le pays. Et là, on va trouver de l'argent. Et puis, moi, alors c'est une petite proposition, vous y réfléchissez. Je suis venu vraiment avec ma boîte à outils aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous souhaitez monter une entreprise, sous forme statutaire, une SAS par exemple, Pôle emploi va accompagner le demandeur d'emploi pendant 1 an, en continuant de lui payer ses indemnités chômage. Si vous montez et vous développez une activité sous le statut d'auto-entrepreneur, eh bien là, cette fois-ci, Pôle emploi ne vous suit pas. Donc c'est une petite aberration. Et donc voilà une proposition simple que nous pouvons diffuser pour toucher l'oreille à la fois des demandeurs d'emploi et également à ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entreprise. Et je vous assure que si l'on remet l'entreprise au cœur de notre projet, on pourra monter un réseau patriote où nous aurons des entreprises qui rayonneront partout, et ça, je crois que c'est indispensable, si nous arrêtons évidemment la casse sociale en permanence. Je pense aux travailleurs détachés. 600 000 contrats de travailleurs détachés, l'équivalent de 400 000 équivalents temps plein. Voilà 400 000 personnes qui viennent malheureusement broyer notre système social, ne participent pas aux cotisations et viennent faire une concurrence déloyale qui salit au quotidien l'effort des entrepreneurs. On appelait ça des jeux de Ah oui, je crois qu'on peut siffler, oui. Alors évidemment, là je suis en train de vous parler du monde du capitalisme entrepreneurial, c'est celui qu'on aime bien, c'est le charpentier, c'est la petite PME qui fabrique un peu de plastique dans notre zone d'activité. Et je crois qu'on peut également parler à ceux qui aiment la finance. Je vous assure que c'est pas incompatible. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un reportage assez stupéfiant où des moines, accrochez-vous, où des moines avaient monté un fonds de pension catholique, un fonds d'investissement catholique, et donc avaient approché toute la communauté catholique française pour lever des fonds pour des entreprises ayant la volonté de partager les valeurs catholiques. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est que nous montions des fonds d'investissement patriotes.
où nos valeurs, celles de la préférence nationale, des valeurs de défense de nos racines, de notre culture, de notre identité, puissent être financées par les fonds de pension. Et je peux vous assurer que des gens qui ont de l'argent et qui aiment notre pays, il y en a, et là ils pourront à la fois trouver l'utile à l'agréable. Bravo! Et puis il faut faire tomber aussi une idée reçue qui est celle de se dire qu'en France ça coûte trop cher. Je me suis promené dans les Hauts-de-France depuis une quinzaine de jours, et pour avoir échangé avec soit des sympathisants, des militants, de tous partis confondus, ils ont su me dire que, tu sais Benjamin, dans l'Aisne, il y a l'usine Yamaha, ils fabriquent des motos. Carrément. On est capable de fabriquer de façon compétitive des motos en France. On n'en parle jamais. Tu sais Benjamin, dans l'Oise, il y a une usine Massey-Ferguson. C'est pas glamour des tracteurs, mais en attendant, il y a 1000 personnes qui tous les matins vont fabriquer des tracteurs qui sont exportés partout en Europe. Et puis enfin, il y a la célèbre usine Toyota à Valenciennes qui fabrique des voitures compétitives qui se vendent comme des petits pains. Donc soyons fiers de notre pays, ne tombons pas dans le piège et dans la manipulation des médias qui en permanence nous racontent que nous coûtons trop cher. Ce n'est pas vrai. Et enfin, le troisième pilier, je vous ai dit, un État stratège, une entreprise libérée du carcan administratif qui favorise l'énergie nationale. Et le troisième pilier, on ne peut pas développer une entreprise si les salariés n'y sont pas épanouis. C'est impossible. Et pour cela, la première chose que nous ferons, Florian, en 2022, ça sera d'instaurer la participation dans toutes les entreprises. Deuxième chose que nous ferons, c'est d'aider les partenaires sociaux. Les syndicats ne sont pas nos ennemis, même s'il y en a beaucoup de gauche. C'est vrai, parfois, ils ont plus tendance à voter Macron entre les deux tours que voter autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on peut se mettre les syndicats dans la poche si on favorise le développement des accords collectifs dans les entreprises. Aujourd'hui, comment ça marche? Vous avez une convention collective, des accords de branche et des accords collectifs dans les entreprises. Et très souvent, il n'y a pas d'accord collectif dans les entreprises. Et c'est encore l'employeur qui décide unilatéralement. Et donc, si nous mettons en place ce principe de mise en place obligatoire d'accords collectifs, eh bien, les salariés, quel que soit leur revenu, ils trouveront un intérêt puisqu'ils vont, au-delà de toucher des récompenses financières par la participation, ils seront également acteurs et co-constructeurs du bien-être dans l'entreprise. Voilà une solution qui peut être porteuse également. Et enfin, j'en oublie plein parce que comme je ne lis pas mes notes, mais c'est pas grave. Et enfin, le dernier point, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé dans un grand groupe avant que la couleur de mon gilet motive mon employeur à se séparer de moi. Il faut dire les choses. Je ne donnerai pas le nom de la boîte. Mais en tout cas, dans les grandes entreprises, au sein des directions des ressources humaines, il y a la mise en place d'une surveillance des risques psychosociaux. Vous êtes harcelé par votre employeur, par un collègue, vous êtes sujet à des conduites addictologiques, alcool, drogue, vous faites taper par votre femme, ou l'inverse. La parité exige que je donne des exemples de chaque côté. Quoi qu'il en soit, plus sérieusement, parce que ce sont des drames au quotidien, les grandes entreprises, les grands employeurs ont ce dispositif qui est mis en place. Mais qu'en est-il chez Robert le charpentier qui a 2 salariés? Il n'y a rien. Et donc une solution également, une proposition que je vous fais, c'est que sous forme assurantielle, chaque employeur cotise pour mettre en place un dispositif de surveillance des risques psychosociaux. Ça veut dire quoi? Que l'employeur qui détecte un problème familial puisse prévenir cette assurance, et inversement, si le salarié, comment dirais-je, est victime d'harcèlement par son supérieur ou par un de ses collègues, puisse également bénéficier de cette assurance. Alors, je suis en train de sortir une petite boîte à outils avec plein d'idées, mais je pense que c'est comme ça qu'on va aussi faire changer l'image du souverainisme dans notre pays. Parce que je peux vous assurer que si on parle immigration, du matin au soir, eh ben on va nous appeler Marine.
Et si pour gagner il fallait s'appeler Marine, on le saurait déjà. Je sais pas ce qu'en pense Florian. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est là. Aucun commentaire, ça marche. Je vais conclure sur quelques mots. Bon, je vous ai sorti plein d'idées. Je suis sûr que vous en avez également chacun dans vos têtes, et c'est ça qui fait la force de ce rassemblement d'aujourd'hui, c'est que, eh bien, au travers de la file d'attente pour manger, victime du succès, en échangeant assis sur les pelouses, vous avez partagé vos expériences de vie, vos expériences professionnelles. Et c'est là, c'est le génie humain, il est en chacun de nous, et il faut qu'on le mette au service de nos idées. Ouvrons-nous aux autres, n'ayons pas peur. Je pense que le souverainisme va devenir tendance, et c'est à vous de le promouvoir. Et enfin, parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait mal il y a 48 heures quand j'ai entendu Jean Castex se revendiquer du gaullisme social. Comme on dit en Picardie, je suis tombé de l'armoire. Et en fait, Jean Castex est au gaullisme social ce que la côte de bœuf est au vegan. C'est juste l'antithèse et un repoussoir. Donc ne nous laissons pas embobiner par Castex. Là, les médias sont complètement fans. On assiste à la Matignon Academy depuis 48 heures. Qui va sortir de Beauvau? Qui va sortir d'eux? Ne tombons pas dans le piège. C'est un spectacle. Nous assistons à un spectacle qui occupe les esprits. Pendant ce temps-là, on n'entend pas parler du rapport des sapeurs-pompiers qui disent qu'ils n'ont pas été sollicités pendant la crise du Covid. Pendant que des caméras filment des cartons qui vont servir à déménager tel ou tel ministre, mais on ne parle pas forcément d'un rassemblement qui est peut-être en train de faire changer la donne politique de notre pays. Donc c'est à nous, en repartant ce soir, de promouvoir nos idées, nos valeurs et de rassemblement. Moi, je suis ravi que Florian ait contacté Nicolas Dupont-Aignan. Il a pas hésité. Il m'a dit, Benjamin, est-ce que tu veux m'accompagner? J'ai dit, banco, on y va. C'est un véritable plaisir. Et pour faire le tour de France depuis bientôt 2 ans, presque 2 ans, je peux vous assurer que la base militante, les sympathisants, les Français, vos voisins, n'en ont plus rien à faire des étiquettes. Et j'ai entendu sur ce podium depuis ce matin, depuis ce midi, on parlait de querelle d'ego, querelle de chapelle. Mais sincèrement, les étiquettes, on s'en fiche. Mais vraiment, on s'en fiche. Parce qu'on ne gagnera pas avec une étiquette. Voilà ce que je voulais vous dire. Et juste une dernière phrase. Merci de votre accueil. Nicolas Dupont-Aignan a invité Florian aux universités de rentrée de Boula-France le 26 septembre. Et Florian a accepté. Donc merci. Donc le souverainisme est en marche. Bon après-midi.